Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, de très grosses sorties pour préparer la future trêve estivale. Et on commence tout de suite avec le Daredevil de Frank Miller en omnibus. Le premier passage de Frank Miller sur Daredevil qui, après avoir été édité dans des versions Icons il y a quelques années, dans des versions intégrales, c'est le moment de le faire revenir en intégrale dans un format omnibus, de quoi ravir tous les fans de l'auteur et du personnage pour découvrir cette période charnière à la fois de Marvel et de Daredevil et de nombreux de ses personnages. On vous le rappelle évidemment, Frank Miller, c'est un auteur qui fait partie un peu de la troisième génération d'auteurs de super-héros qui vont arriver chez Marvel. C'est les premiers auteurs qui ont envie de faire du super-héros, qui viennent de leur plein gré faire des comic books parce qu'ils ont aimé ça dans leur jeunesse et qu'ils ont envie de donner à ces personnages, de les manipuler, de raconter leurs propres histoires. Là où les générations précédentes faisaient ça la plupart du temps pour payer les factures parce que il fallait bien manger et toutes ces choses-là. Donc il y avait toujours un côté artistique, disons, moins prononcé, ou en tout cas, c'était des artistes qui auraient voulu faire autre chose et qui se retrouvent à faire du comics parce que c'est la seule chose qui se retrouve à leur portée. Mais Frank Miller, Walter Simonson, Mark Gruenwald et beaucoup d'autres, Roger Stern, sont des auteurs au contraire qui, eux, ont envie de faire du comics et ont envie de pousser cet art dans ses derniers retranchements. Et Frank Miller, lui, à l'origine, il est plus un fan de Spider-Man. Il a absolument envie de raconter les histoires de Peter Parker, mais il va pas forcément le pouvoir parce que ça va être déjà pris et du coup il va être mis sur Daredevil, un personnage qu'il connaît pas spécialement à l'origine, mais dont il va s'attacher au fur et à mesure de dessiner ses aventures. À l'origine il est épaulé par un des scénaristes qui s'appelle Roger McKenzie, mais Miller n'est pas très content de ces scénarios. Il trouve qu'ils sont assez pauvres et il propose à Marvel de reprendre à son compte à la fois le dessin et le scénario de la série et de montrer de quel bois il se chauffe. Parce qu'en dessinant le personnage, il s'est rendu compte que Daredevil était la matrice parfaite pour raconter des histoires noires, des histoires de polar, pour montrer vraiment des choses très sombres. Et c'est vraiment ça qu'il va décider de faire à partir du moment où il va piloter la série au dessin et au scénario. Et là, c'est parti pour vraiment des moments mythiques, la création de Elektra, une ancienne flamme de Daredevil qui va être engagée par le Caïd pour tenter de tuer Matt Murdock sous son identité super-héroïque. On va voir des confrontations homériques avec Bullseye. Le Caïd du crime va devenir plus inquiétant que jamais et devenir vraiment la némésis de Matt Murdock et plein d'autres choses qui sont depuis rentrées dans l'histoire du comic books et qui sont compilées dans ce premier volume où, comme je vous dis, vous allez pouvoir retrouver à la fois les premières prestations de Miller en tant que dessinateur sur la série, avant qu'il la scénarise lui-même, la partie où il commence à scénariser et écrire la série, où il va être épaulé pendant un bon paquet de moments par son encreur Klaus Johnson, qui est un petit peu le deuxième homme de cette série, où presque ils font les histoires à deux, avec quelques petits moments qui sont scénarisés par Miller mais dessinés par son encreur Klaus Johnson et quelques petits bonus scénarisés par d'autres auteurs mais dessinés par Miller ou disons qui s'inscrivent dans le récit qu'il avait envie de nous raconter. Dans cet omnibus, vous ne retrouverez donc pas encore les sagas comme Born Again, Daredevil Renaissance ou Man Without Fear ou d'autres choses qu'il a pu faire sur Elektra. Ça sera peut-être édité dans un deuxième omnibus, du coup qui montrera un peu le deuxième passage de Miller sur le personnage, mais déjà avec ce premier gros intégral, vous avez de quoi bien vous régaler sur la destinée de Matt Murdock et le voir de plus en plus pour notre plus grand bonheur plonger dans toujours plus de noirceur, de terreur et de drame vraiment qui sont fondateurs pour Daredevil et qui seront la base pour tous les autres scénaristes qui vont s'approprier le personnage dans les années à venir. Si Ed Brubaker, si Brian Michael Bendis ont pu aller aussi loin dans leur run, c'est parce que Miller avait tracé la voie, et quelle voie, mon Dieu. Donc si vous n'avez jamais lu ça, on vous le conseille vraiment fortement, parce que ça fait partie, comme je vous dis, de l'histoire du médium, et sinon, écoutez, quoi de mieux qu'une belle intégrale pour retrouver ces moments mythiques.
On enchaîne ensuite sur le deuxième omnibus de cette semaine, et cette fois-ci avec quelque chose d'un petit peu plus curieux, ou un petit peu plus qui sort des sentiers battus, avec le premier omnibus de King Conan. Alors qu'est-ce que c'est que King Conan? Comme son nom l'indique, évidemment ce sont les aventures du personnage du barbare créé par Robert Howard, adapté dans les années 70 en comics par la firme Marvel, notamment par le génialissime auteur Roy Thomas, accompagné des dessinateurs John Buscema ou Barry Windsor-Smith. Et en fait, les comics Conan, ils ont été faits à la base chez Marvel parce qu'il y avait un petit trou, il manquait de fantaisie chez Marvel. Et du coup, c'est Stan Lee qui a eu un petit peu l'idée de faire venir d'adapter Conan, en confiant ça du coup à son élève Roy Thomas, qui connaissait pas spécialement le personnage avant, mais qui va vraiment l'adorer en découvrant les romans de Howard et les autres choses qui sont faites dessus, et va vraiment se plonger à corps perdu dans l'adaptation du personnage en comics avec vraiment des légendes, et qui va devenir Conan l'un des plus gros succès de Marvel de ces années-là. Ça va être tellement un grand succès que Hollywood va s'y intéresser et va adapter le personnage en film dans un chef-d'œuvre par John Milius avec Arnold Schwarzenegger. Et comme le personnage avait vraiment une grosse popularité, on a multiplié les séries. Vous aviez la série Conan the Barbare qui était du coup en couleur, et vous aviez la série Savage Sword of Conan qui elle était en noir et blanc et était un peu plus mature, un peu plus sanglante. Et après ça, il y a eu une troisième série qui va naître, c'est cette série King Conan, qui s'intéresse à une période particulière du personnage, dans la fin un petit peu de sa vie, en tout cas dans le futur du personnage, quand il devient le roi de l'Aquilonie, et où quelque part il se domestique un petit peu et va vivre des aventures en tant que souverain. Et c'est des passages vraiment assez fantastiques, toujours par Roy Thomas, par John Buscema, avec d'autres auteurs qui vont reprendre le flambeau au fur et à mesure, notamment Doug Moench, qui fera beaucoup de choses chez Marvel, et chez DC Comics sur Batman par exemple. C'est l'un des co-créateurs de Moon Knight, donc c'est quelqu'un qui connaît bien un petit peu ces classiques et qui sait montrer, la dualité et les différentes facettes d'un personnage trouble, et vont raconter vraiment de grandes histoires de fantasy avec tout ça. Ça va être les derniers aventures de Roy Thomas sur le Cimmérien, parce que après, il va partir vers d'autres horizons, mais c'est un petit peu son champ du cygne, et ça nous permet de voir justement une période un peu moins connue, un peu moins abordée à l'origine par Howard, parce que si vous ne le savez pas, dans les romans originaux de Conan, il n'y a pas d'ordre vraiment chronologique. Vous avez un roman qui peut se passer vraiment dans la toute jeunesse du personnage, et le roman d'après qui se passe vraiment dans ses vieilles années, donc du coup il y a vraiment un côté chronique, et la période où il est roi d'Aquilonie, elle est vraiment toute petite dans les romans que Howard a pu écrire, et qui vont être un petit peu étoffés par les auteurs qui vont reprendre le personnage après la mort de l'auteur d'origine, et qui vont être encore plus étoffés par les auteurs Marvel qui vont s'emparer de ce concept-là, et nous créer vraiment des grandes fresques d'aventure dignes du grand barbare. Je profite d'être un petit peu dans le moment patrimonial des sorties de Panini pour nous intéresser à la petite vague d'intégrales de cette semaine. Et on a deux belles intégrales qui nous arrivent. Une nouvelle pour Miss Marvel et pour Morbius. Pour Miss Marvel, ça va être les années 1978 et 1980 qui compilent le passage de Chris Claremont sur Carol Danvers, avec des moments assez importants, notamment la première apparition de son costume noir et doré, et surtout semi-classique, semi-controversé Avengers 200, qui va pas mal bouleverser l'histoire du personnage, et qui avait fait assez polémique déjà à l'époque pour les changements qu'il avait apportés. Donc voilà, des épopées assez importantes pour le passage de Carol Danvers. Et on a aussi le plaisir de retrouver notre bon Michael Morbius dans une seconde intégrale qui elle s'intéresse aux années 1975 et 1980, qui regroupe un peu toutes les apparitions du personnage dans les périodiques Marvel, parce que Morbius, il avait plus ou moins des séries, des fois il apparaissait dans les séries des autres, il y a un petit peu de tout, à boire et à manger, mais des choses assez fantastiques, notamment la série Vampire Tales, qui était un mensuel en noir et blanc, qui justement à la manière un peu des comics de monstres de Marvel des années 70, et qui sont, fort magnifiques déjà, et fort intéressants, et qui traitent vraiment Morbius comme un véritable monstre un peu à la type Frankenstein, Dracula, etc. Et c'est vraiment extrêmement réussi.
réussi. Donc si vous aimez ce genre de truc là, ne ratez pas ces aventures de Morbius. Intéressons-nous maintenant plus directement aux dernières sorties des comics Marvel, avec la sortie du deuxième et dernier volume de Hulk, période de Donny Cates et Ryan Otley. Du coup, un run qui aurait été assez controversé, qui faisait suite au chef-d'œuvre, on peut le dire maintenant, Immortal Hulk de Al Ewing, et qui proposait du coup une ambiance vraiment très différente, beaucoup plus grosse bastonnade, un peu outrancière, comme Donny Cates sait si bien les faire, mais ça a un peu moins plu sur son Hulk. Moi, je vous avoue qu'à l'origine, ma première lecture avait été assez décevante. Moi, j'avais pas trop aimé ma première lecture. À la relecture, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de choses assez intéressantes, que Donny Cates et Ryan Otley, qui, je vous le rappelle, est le dessinateur de Invincible, ont mis beaucoup de passion dans ce Hulk, avec un Bruce Banner qui décide en fait de restructurer en fait tout son esprit et de faire de Hulk son vaisseau qu'il va utiliser en fait pour partir dans l'espace afin d'être tranquille. Sauf que il va avoir beaucoup de gens face à sa route. Il va faire un duel homérique contre Thor et va se retrouver sur une planète infestée de monstres tels que lui, irradié en fait par une étoile qui relâche des rayons gamma. Du coup, Hulk se retrouve sur une planète faite d'autres Hulk, et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Et évidemment, comme je vous dis avec les auteurs, il va y avoir de la grosse baston en perspective, magnifiquement mis en scène toujours par Ryan Otley, qui est un maître dans cet art-là, et une conclusion qu'on sent arriver un peu tôt. On sait que Donny Cates a dû partir un peu précipitamment du titre à cause de soucis personnels. Il ne s'est pas trop épanché encore là-dessus, mais on sait que malheureusement l'auteur est reparti, disons, dans ses vieux démons, ce qui a fait que c'est Ryan Otley qui a terminé de dessiner et d'écrire la série. Donc voilà, un run assez cabossé, qui n'a pas forcément eu l'amour qu'il aurait dû ou pu avoir, mais qui restera vraiment assez sympathique, et moi je trouve un bon divertissement. Et on sent quand même que les auteurs ont donné tout ce qu'ils avaient pour nous proposer des histoires divertissantes. Donc, évidemment, si vous n'aimez pas cette approche-là, c'est pas ce deuxième tome-là qui va vous convaincre, mais si vous cherchez juste une lecture sans prise de tête autour de Hulk, franchement, ça fait tout à fait son affaire. Et si vous préfériez l'approche horrifique et métaphysique de Al Ewing sur le Immortal Hulk, sachez que la nouvelle série qui a été lancée à cette suite-là, scénarisée par Philip Kennedy Johnson et dessinée par Nick Klein, retourne dans ses eaux profondes, et qui saura peut-être plus vous satisfaire. Deuxième volume également pour Johnny Blaze et le Ghost Rider, du coup qui reviennent en grande forme sous la plume de Benjamin Percy et les dessins de Cory Smith et Juan Roserip, avec un Johnny Blaze qui s'est réveillé, disons, d'une torpeur, en tout cas d'un sommeil un peu profond, orchestré par des démons, et qui retourne sur la route pour combattre toutes les légions infernales qui se retrouvent sur Terre. Et c'est une série qui est vraiment assez sympathique, qui dans cette volume-là va voir notre bon Ghost Rider faire équipe avec Wolverine et une agente de la CIA spécialisée dans les forces occultes pour repousser nombre de démons qui veulent s'emparer de l'Amérique. Donc vraiment du pur Ghost Rider comme on l'aime, une série vraiment très un peu B en fait, qui vraiment a tous les atours d'un bon film d'exploitation avec des effets gore, il y a un côté très un peu métal et tout ça. Donc voilà, une série vraiment entre guillemets sans grande ambition, que faire une bonne série Ghost Rider. Et vraiment, pareil, je trouve qu'elle est très réussie. On sent que les auteurs prennent beaucoup de plaisir à mettre en scène l'univers du personnage et à refaire venir en fait des éléments qui sont venus en fait des précédentes périodes, en fait du passé du personnage de Johnny Blaze. Et ça fait quand même plaisir de le revoir après, disons, plusieurs années à être mis un petit peu de côté par la maison. Donc voilà, une bonne lecture si vous êtes fan de Ghost Rider, parce que elles se font assez rares ces derniers temps. On enchaîne ensuite sur les nouveautés liées aux licences possédées par Marvel, et notamment le troisième volume de Alien, scénarisé par Philip Kennedy Johnson, qui trouve ici sa conclusion, qui se sera fait quelque peu attendre, mais voilà, qui conclut, disons, cette première époque de Alien version Marvel. Ici, Philip Kennedy Johnson fait plus des histoires de vraiment de divertissement, d'exploitation en fait, avec le personnage. On n'est pas forcément
dans quelque chose de très très recherché, mais qui se laisse vraiment lire, qui fait plaisir de revoir un peu l'univers. On sent qu'il reprend un peu des idées de précédents films qui ont pu être faits. Donc voilà, pas un chef-d'œuvre, mais qui exploite plutôt bien l'univers d'Alien. On se retrouve ensuite sur les publications liées à Star Wars, notamment avec la sortie du deuxième volume de Hidden Empire, là, un petit peu troisième grosse partie de cette nouvelle ère en fait de Star Wars, en tout cas de cette ère qui se déroule entre la fin de l'épisode 5 et le début de l'épisode 6, qui va voir le personnage de Qi'ra, prendre le contrôle de, comment s'appelle-t-il déjà, de l'Aube écarlate, pour tenter d'augmenter sa puissance sur la galaxie, et il va donc rentrer en conflit à la fois avec l'Empire de Palpatine et les rebelles, et on va voir tous les personnages un petit peu de Star Wars être pris dans cette grande boucle. Je vous rappelle, le personnage de Qi'ra, c'est le personnage qu'on a vu apparaître dans Solo, qui était un petit peu la jeune amoureuse de Han Solo, qui est devenue une grande maître de la pègre de Star Wars, et qui a beaucoup d'ambition. Et un peu dans le même tonneau en fait de ces séries-là, on va retrouver la suite des séries consacrées au Docteur Aphra, avec ce volume 5, toujours scénarisé par la très bonne Alyssa Wong, et aussi la série Bounty Hunter, qui elle s'intéresse plus, comme son nom l'indique, aux chasseurs de primes de l'univers de Star Wars, toujours scénarisé par le scénariste Ethan Sachs, qui nous avait offert le très bon Old Man Hawkeye. Et enfin, nous allons terminer cette petite présentation avec un comics indépendant qui s'inscrit un petit peu dans la nouvelle volonté de Panini Comics, en fait, de proposer des choses qui sortent un peu plus de l'ordinaire, et surtout des comics, de gros comics d'auteurs. Et c'est cette fois-ci le cas avec le Family Tree de Jeff Lemire et Phil Esther. Du coup, chose peu coutume, c'est du Jeff Lemire chez Panini Comics, qui va nous raconter en fait l'histoire d'une famille, somme toute normale, qui en fait du jour au lendemain va voir un peu la cadette de la famille commencer à se transformer en arbre. Cette dernière voit des branches pousser, des feuilles, et commence à être, son individualité être effacée par cette transformation, et sa famille, sa mère, son grand-père et son frère vont tout donner pour pouvoir la sortir de ce sort et pouvoir lui permettre de redevenir normale. Cependant, au fur et à mesure qu'ils vont enquêter pour découvrir la raison de cette transformation, des vieux secrets de famille vont rejaillir et vont remettre beaucoup de problèmes dans tout ça. C'est une histoire qui est très personnelle pour Jeff Lemire, qu'il a mis vraiment longtemps à développer, avec le magnifique dessinateur Phil Esther, qu'on connaît notamment pour son passage sur Green Arrow dans les années 2000, et qui tous les deux donnent vraiment un aspect extrêmement mélancolique à cette histoire-là, et continuent les grandes thématiques de Jeff Lemire autour de la transmission, de la famille, de l'enfance, de la solitude, et de toutes ces choses-là. Si vous connaissez la bibliographie de l'auteur, vous êtes vraiment en terrain conquis, mais c'est toujours, moi je trouve, extrêmement bien raconté. Je trouve que le visuel est vraiment somptueux, l'ancrage fait vraiment ressortir toute l'émotion, je trouve, que les deux auteurs essaient de donner, avec des ambiances très noires, très sombres. Et je vous dis, si vous aimez le travail de Jeff Lemire en règle générale, ce Family Tree, il est vraiment très chouette, et il mérite d'être regardé. Je vous en dis pas forcément beaucoup plus pour vous laisser un petit peu, arpenter, cette odyssée familiale vous-même, mais sachez que c'est vraiment très chouette, c'est très touchant, et on est vraiment sur un très bon Jeff Lemire. Moi je trouve que, je vous avoue que je préfère toujours le Jeff Lemire quand il dessine et quand il scénarise lui-même en fait ses histoires. Je trouve que c'est toujours plus fort, et moi j'ai retrouvé vraiment des sentiments que j'avais sur ces grandes séries comme Essex County, comme Royal City, comme des choses comme ça, dans cette série Family Tree. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil pour avoir vraiment une vue d'ensemble de l'auteur, et de retrouver tout le déchirement qu'on peut avoir à chacun de ses titres. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si vous avez vu des choses qui vous intéressent, vous pouvez les retrouver dès maintenant dans le descriptif de la vidéo, ou en rendant visite au 49 rue Lacépène. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.